3, 2, 1. Here we go! Encore moins. Je suis toujours là. Bon, eh bien, écoutez, merci de rester parmi nous pour la suite de l'émission. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Caroline Lameau, présidente, je crois, et cofondatrice d'Anaxago. Caroline Lameau Dupont, pardon. Merci. Je ne veux pas me faire disputer quand même. Guillaume Autier. Bonjour Laurent. CEO du groupe Meilleur Taux. Et Frédéric Figet. Figer, on dit. Figer, pardon. Directeur de la clientèle de particuliers chez SG. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Et donc, ce matin, voilà, j'ai voulu faire un petit jeu de mots. On essaye toujours de s'amuser sur des cartouches de com. Donc, Toby or not Toby. Bon, c'est mon envie. Ça a été facile. Hein. Ça a été facile, mais c'est mon envie de théâtre en ce moment, quoi. Je vous conseille d'aller. D'ailleurs, les salles sont un peu vides. Il faut aller les remplir. C'est très sympa. Mais non, mais on se rend pas compte. Hein, il y a des activités qui souffrent depuis le Covid. Et donc, on va faire un petit peu de théâtre ce matin, mais pas trop. L'idée est de partager votre réalité du marché. Alors toi, tu la partages beaucoup. Alors je parle à Guillaume qui s'exprime sur LinkedIn à peu près tous les matins pour dire le bien qu'il pense de la Banque de France ou d'autres acteurs. CSF en particulier. La Banque de France, on a beaucoup de respect pour elle. Le HCSF, il nous arrive d'être un peu critique. Oui, c'est vrai. Un peu critique. Non, mais de toute façon, il faut être critique. Sinon, on ne fait pas avancer les choses. Il faut partager les choses. Mais en fait, voilà, ce qui nous a intéressé, c'est d'avoir ce matin différents acteurs de cet écosystème pour nous donner votre sentiment de la température. Ça fait quand même quelques temps que les taux, ils ont fait ça. Alors moi, j'ai un peu tendance à dire, quand je parle avec mon banquier, que quand même beaucoup de bruit pour rien. Historiquement, des taux à 3,5, je sautais dessus, moi, quand ça existait il y a 10 ans. Quoi. Je réfléchissais pas. Mais c'est vrai que comme on a vécu 5 à 10 ans d'aberration... Puis tout le monde n'a pas vécu. Je te remercie pour les cheveux blancs. tu sais ce que je te dis. Mais comme on a... Ouais, t'es obligé, je sais. Comme on a vécu... Mais j'ai quelques dossiers sur toi. Comme on a vécu 5 à 10 ans d'aberration avec... c'était Frédéric Oudéa, à cette même place, il y a 2 ans, qui était là et que j'interviewais et qui nous disait, non mais... C'est une aberration. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? Des taux négatifs. C'est une anomalie. C'est une anomalie. Voilà, on vit une anomalie qui durait à l'époque où il était là. Ça a duré encore un petit peu quand il était sur ce plateau. Mais voilà, on s'adapte à une anomalie de marché. Ouais. Maintenant qu'on revient dans un monde réel, mais peut-être avec une accélération qui n'était pas anticipée, avec des mécanismes qui n'étaient pas faits pour, c'est ce dont on va parler ensemble. Quel impact pour vos métiers? Quel impact pour vos clients? Quel impact pour vos stratégies? Est-ce que vous êtes équipé ou pas pour y faire face? Je lui ai dit hier que je le dirais, donc j'étais invité aux 4 ans de la société Virgile, qui est une PropTech, que vous connaissez bien, qui travaille dans ce domaine-là. Et je lui ai dit, tiens, cette année, c'est du spritz, pas du champagne. Il me dit, ouais, c'est compliqué quand même. Donc, mais ça va mieux. Il me dit que depuis février, c'est bien reparti, mais que quand même, ils ont eu un hiver long. Non, pas forcément long. Il a dit que c'était juste très chaud ou froid, comme on veut l'appeler. Mais un début d'année 2023 étonnamment bon, le meilleur ever. Et puis les 6 mois d'après, à l'arrêt complet. Donc voilà. Et depuis février, il m'a dit, ils n'ont même pas attendu. En tout cas, je vais vous laisser réagir. Mais lui, ce qu'il me disait hier soir, Kevin, c'est on n'a même pas finalement entendu encore la remontée, enfin la fin de la montée des taux. Déjà début février, les gens ont senti la capitulation, quoi. C'est-à-dire les prix vont arrêter de baisser. À un moment, les taux vont baisser. Donc allez-y. Voilà. Donc lui, ça va un peu mieux, semble-t-il. Ou beaucoup, on va dire beaucoup. Et c'est votre avis qui m'intéresse. Donc, on va commencer par toi qui m'agressais tout de suite sur mes cheveux blancs. Non, c'est vrai que la question revient énormément, notamment quand tu as une activité prépondérante dans l'immobilier, comme c'est notre cas. Alors nous, on avait choisi de se diversifier. Tu peux représenter vite fait Anaxago, parce que moi, je connais très bien, mais peut-être pas tout le monde. Avec plaisir. Donc, Anaxago, c'est une plateforme d'investissement alternative. On adresse une population d'investisseurs privés qui cherchent à diversifier leurs placements avec des classes d'actifs qui sont différentes et rémunératrices. On a un statut un peu particulier, j'en parlais avec Frédéric, on est à la fois producteur et distributeur de produits financiers. C'est nous qui sélectionnons les opportunités. Historiquement, on faisait beaucoup d'immobilier, notamment de dette privée, financement de la promotion. On a beaucoup arrêté le financement de la promotion il y a 4 ans pour se repositionner sur le financement d'actifs un peu en cœur de ville. Pourquoi à l'époque? Parce que 4 ans, parce que c'est le Covid, donc... C'était, ouais, c'est ça, c'était Covid. J'ai un associé qui est assez visionnaire. Qui a senti que ça allait pas être bon. Ouais, et puis, je pense que vous connaissez un peu le secteur. Il y a énormément de plateformes de crowdfunding immobilier qui se sont lancées. Il y a une guerre des taux qui s'est mise en place. Nous, on reste des investisseurs et en fait, on s'y retrouvait pas du tout sur la prime de risque. La façon. Alors, je précise.
eux deux connaissent très bien. L'idée, c'est de partager avec ceux qui nous regardent, qui connaissent peut-être un peu moins bien. Donc, en fait, tu trouvais qu'il y avait... En fait, tu as une concurrence énorme qui s'est déployée avec des gens qui étaient prêts à financer à n'importe quel prix des promoteurs immobiliers. Et donc, Tant mieux pour le promoteur, sauf que... Pas bon pour l'investisseur. Voilà. Donc, nous, on a décidé de ne plus aller sur ce type de ce qu'on appelait des petits dossiers. On a essayé de se repositionner sur des choses peut-être plus importantes qui demandaient d'aller collecter plus d'argent, parce que la taille moyenne d'un deal en crowdfunding immobilier, c'est 250 000 euros, 300 000 euros. C'est pas très, très élevé. Chez Anaxago, c'est plutôt 5 millions d'euros. D'accord. Parce que c'est quoi? C'est du financement d'actifs en cœur de ville, commercial, mais avec des rendements un peu moins élevés, j'imagine, que ce que tu proposais. On reste sur, tu vois, je crois que l'an dernier, on a servi 8,9% TRI sur les dossiers qui sont sortis. Donc, ça reste quand même des trucs intéressants. On rappelle que 8-9%, c'est pas sans risque. C'est évidemment pas sans risque. Et si on vous dit que c'est sans risque, courez. Et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc voilà, ça c'était la situation à 4 ans. Vous êtes allé vers le cœur de ville. Cœur de ville, on a racheté un petit fonds d'investissement VC pour renforcer notre activité là-dedans. Donc on permet d'investir aussi dans des startups. On a un petit fonds climat petit, mais qui a quand même hyper bien démarré, qu'on a lancé fin d'année dernière, qui est un fonds de fonds qui propose d'investir dans des gérants partout en Europe qui investissent dans le climat. Donc c'est assez intéressant. Et donc, en fait, c'est comme ferait, je pense, n'importe quel chef d'entreprise en situation de crise. Tu fais ton SWOT, tu regardes quelles sont tes menaces, où sont tes opportunités. Si je suis trop dépendant de l'immobilier, donc je vais y aller un peu de moins en moins. Et donc, 4 ans plus tard, tu te retrouves avec effectivement des gens qui sont complètement attentistes sur la partie immobilière. Donc là, cette partie immobilière d'Anaxago, même constat que disait hier la personne de chez Virgile. Tout à fait. À l'arrêt à la fin de l'année dernière, quoi. Pas à l'arrêt. Pas à l'arrêt. Pas à l'arrêt. Très ralenti. En fait, tu as des opportunités. Je sais pas, on en parlera, je pense, avec les autres intervenants. Tu as de vraies opportunités d'aller... En fait, si tu as de l'argent, il y a vraiment le moyen d'aller... Tu retrouves un pouvoir de négociation à l'achat que tu n'avais pas depuis 10, 20 ans, que ce soit à titre pro ou à titre privé. Et en fait, à Anaxago, on est sur un marché de la gestion de patrimoine qui, lui, en fait, se porte très bien. Tu as toujours des gens qui ont de l'argent et qui ont envie d'investir. Moi, le nerf de la guerre, c'est de continuer à trouver des belles opportunités. C'est de plus en plus compliqué en immobilier. Ça l'est moins sur d'autres classes d'actifs. Et de continuer à acquérir du client. Et moi, mon nombre de nouveaux clients, il continue d'augmenter tous les mois. Et donc, pour conclure ce petit début de tour de table, après, on va continuer, puis on y reviendra. Finalement, la petite année de grosses tensions taux, tout ça remonte, ça va très vite, etc. Ouais. Toi, tu as quand même eu un impact, même si tu l'avais un peu... Enfin, l'impact fort, moyen, comment tu le... L'impact, il est fort. Et puis, il va continuer d'être fort. En fait, moi, toutes les personnes qui m'ont demandé début janvier 2024, et alors, cette année, c'est la reprise. En fait, déjà, tout le monde attendait la fin de la hausse des taux. Bon, ça y est, là, on y est. Maintenant, tout le monde attend la baisse des taux. Voilà, donc là, en fait, ça nous ramène au mois de juillet, avec peut-être une petite annonce. Il va y avoir les JO. En vrai, il va rien se passer avant l'automne 2024, avec peut-être un frémissement et éventuellement un rebond en 2025. Faut pas dire ça. Pardon. Mais les banquiers veulent rester positifs. Il faut rester positif, mais bon, je trouve que tu veux pas financer des RERA? Non, je déconne. Non, mais en tant que chef d'entreprise, je trouve que ce serait inopportun et peu sage de se dire tout va bien se passer, tu vois, dans 3 mois. Il faut continuer à rester... Frédéric a réagi, donc je vais tout de suite à Frédéric et je viens à Guillaume juste après. Bien sûr. Frédéric, tu dis... Alors d'abord, parce que je te laisse te présenter aussi. Oui, bien sûr. Je m'appelle Frédéric Figère, je suis directeur de la clientèle de particuliers pour SG. Et donc, on est un acteur, évidemment, est-ce qu'on peut préciser, parce que c'est vrai qu'il y a eu toute une réorganisation Société Générale, pour comprendre. SG, c'est la nouvelle marque qui réunit... l'ancien réseau Société Générale et l'ancien réseau Crédit du Nord. Donc là, c'est l'ensemble. Voilà, ça fait un an, ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'on existe. Tout à fait. Et on a donc rebrandé nos agences et notre nouveau nom, notre nouvelle marque, c'est SG. Voilà, okay. Et elle se décline régionalement avec un nom, une extension derrière locale, puisque Banque du Crédit du Nord avait un nom local. Donc j'imagine que puisque tu es responsable de la clientèle, toute votre offre crédit, vous avez été particulièrement impacté aussi par cette situation. On a connu finalement une correction en 2022 et on sort de 2 années très très compliquées sur le crédit à l'habitat, puisqu'on a eu une hausse des taux
d'une amplitude et d'une violence quasi inédite depuis la crise qu'on a connue nous deux, d'ailleurs, de 2002. Merci, je ne suis pas seul. De 1993. En 1993, c'était une crise à peu près. Alors, je raconte aux petits jeunes qui me disent ça n'existe pas, ça peut pas baisser. Ma maman, en 93, a vendu un studio qu'elle avait acheté 3 ans ou 4 ans avant, moins 50%. Exactement. Moins 50. Dans le 15e arrondissement, c'était pas à Toulouse. Parce qu'elle était pressée de vendre. Voilà, ça existe. Et là, ça s'est pas produit. Les prix n'ont pas baissé dans ces proportions. Tout le monde a très peu baissé. 5, donc, en fait, pour répondre finalement à ta question, on sortait là d'une période anormale. Le sujet, ça a été effectivement la correction, l'ampleur de la correction. Et c'est à ça qu'il a fallu faire face et s'adapter pour nos clients, pour nos partenaires. Je pense à Guillaume et Meilleurtaux, mais tous les partenaires courtiers, les agents immobiliers. Tous les agents. Et puis votre clientèle qui va être très satisfaite. Notre clientèle, nos prospects. Question idiote, quand un client, parce que je suis client SG aussi, quand un client arrive et te dit moi j'aimerais un crédit, que d'habitude il se sentait tout à fait à l'aise, capable, et tu dis non, ça rentre pas dans ma... Parce qu'il y a une règle à appliquer, taux d'usure, machin. Comment t'expliques ? Tu dis c'est la faute à M. Villeroy-de-Gallo ou tu dis d'abord c'est la faute à personne, c'est un contexte évidemment européen de taux et par ailleurs ce sont des mesures de protection de la clientèle. Quand on parle du taux d'usure, c'est pas le fruit du hasard, c'est le politique qui a décidé de protéger la clientèle et je pense que c'est une disposition qui est raisonnable d'un point de vue de l'équilibre. Alors on y reviendra, mais je crois que le sujet il était peut-être de la formule de calcul et du délai. Mais on va y revenir. Voilà, sujet de retard. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a un petit temps de retard qui fait qu'on bloque pendant quelques mois. Elle a été adaptée d'une certaine façon. Aujourd'hui, cette contrainte, elle est plus mordante. C'est ça qui est important. Mais ça l'a été pendant 6-9 mois, on est d'accord. Ça l'a été 2022 et une grande partie de 2023. Mais c'est derrière nous. Voilà, c'est derrière nous. Les taux ont baissé il y a 6 mois. Caroline disait peut-être une baisse en juin. Il y aura une baisse en juin. La BCE l'a indiqué, la Banque centrale l'a indiqué. Donc, on sait qu'il va y avoir une nouvelle baisse. Il y a une première baisse assez brutale. Tout ça en novembre, de l'ordre de 50 points de base. Donc, toutes ces contraintes, qui étaient le taux d'usure, le HSF, je crois que Guillaume va y revenir, sont des contraintes qui sont moins mordantes. Elles existent encore, mais elles sont moins mordantes. Pour répondre à ta question, c'était déjà notre métier, c'est de faire du conseil. C'est de conseiller nos clients dans leur intérêt, dans notre intérêt aussi, évidemment, mutuel. Mais c'est de dire, écoutez, si ces règles-là sont là, si elles s'appliquent, c'est aussi pour vous protéger. Patienter un petit peu, la situation va se normaliser. Et c'est vrai qu'on a connu des taux à 3,5% il y a encore 10 ans de ça. Ce n'était pas un sujet d'une certaine façon. On était content à 3,5%. À 3,5%, on était content. Le sujet, c'est que là, c'est le mouvement à la hausse qui a été compliqué à gérer. Voilà, on est sorti de cette phase-là et maintenant, on s'oriente. J'arrive à toi tout de suite, en particulier sur le rebond, mais une petite question. On était content, mais est-ce qu'aujourd'hui, on doit expliquer aux clients, écoutez, c'est pas mal, c'est juste comme ça, ou plutôt, parce que moi j'entends encore beaucoup, les taux vont baisser, mais enfin, ils vont pas revenir à zéro, donc, enfin, j'espère, parce que je pense pas que ce soit normal. Alors, je pense pas qu'on viendra au niveau, on va dire, d'avant 2022, en termes de taux d'intérêt. On attend effectivement une détente qui a été annoncée une nouvelle détente qui a été annoncée pour le mois de juin. On verra bien le niveau des taux. Après, nos clients, ce sont des clients emprunteurs, mais ce sont aussi des clients investisseurs, ce sont aussi des clients épargnants. Et la hausse des taux, elle a eu l'assurance vie. On a un très bon contrat d'assurance vie, notamment chez LG. On en est ravis. Et donc, ce sont des opportunités pour nos clients également de pouvoir épargner, constituer un patrimoine. Au même titre que le crédit. Le crédit, c'est aussi une façon de constituer un patrimoine. Bien sûr. On a parlé de toi beaucoup, Guillaume. Alors d'abord, qui est Meilleurtaux ? Alors Meilleurtaux, oui, moi j'ai la chance de diriger cette entreprise depuis 4 ans. C'est pas moi qui l'ai créée, c'est quelqu'un qui s'appelle Christophe Kremer qui l'a créé en 99, mais c'est effectivement une marque très connue des Français. Je dirais au-delà de la marque, c'est les valeurs, la promesse de la marque qui sont très connues. On est évidemment un acteur qui fait de la comparaison, de l'accompagnement de nos clients dans le crédit immobilier. Et puis nous avons, et je me retrouve dans ce qu'a dit Caroline il y a un instant, au fond développé d'autres verticales, à la fois pour s'adapter à un contexte de marché, mais surtout parce que nous pensons que la promesse de la marque, les valeurs de la marque sont en fait applicables à des métiers comme l'assurance, le placement. Et j'y reviendrai. Oui, parce que tu as racheté tous mes placements vie, je crois. On a acheté différentes entreprises qu'on a fusionnées, puis maintenant, qui connaissent une très forte croissance. Meilleurtaux, c'est du crédit, de l'épargne. Voilà, Meilleurtaux tout court, c'est du crédit. Meilleurtaux assurance, comme son nom l'indique, c'est de l'assurance. Et il y a également Meilleurtaux placement. On a décliné la marque Meilleurtaux parce que finalement, d'ailleurs, le concept de taux, un bon taux en crédit, c'est le plus bas et un bon taux en placement, c'est le plus élevé. Ça reste quand même le meilleur. Donc
Donc la marque Meilleur Taux, finalement, elle s'applique très très bien à un univers comme le placement. Si on revient au crédit, donc au fond sur les deux questions que tu as posées, qui est quelle vision on a du marché et comment une entreprise comme la nôtre s'adapte pour répondre pour répondre mieux aux besoins de ses clients. Alors d'abord sur le marché, je pense qu'on est tous d'accord, c'est ce qu'a dit Frédéric, c'est ce qu'a dit Caroline, pour dire qu'un marché à 3 ou à 3,5 de taux, il est beaucoup plus sain, beaucoup plus stable qu'un marché à 0 ou à 1%. D'ailleurs, à l'époque, quand c'était le cas, nous aussi, on le disait à nos partenaires, on disait, mais finalement, profitez-en pour monter un peu vos grilles. On s'appelle Meilleur Taux et on ne se renie pas, mais on a aussi, je dirais, une action de citoyen dans ce marché, et c'est normal que le crédit immobilier est un prix. Ce n'est pas un produit gratuit, c'est un produit qui a beaucoup de valeur pour le client. Pardon de te couper, mais historiquement, c'était un produit d'appel pour les banques. C'était pas là-dessus qu'ils gagnaient de l'argent. Ça reste le cas, je pense. Je parle sous le contrôle de Frédéric. Ça reste le cas. Cela étant, je pense que c'est aussi... D'abord, il y a une contrainte qui est plus forte parce que le côté produit d'appel et ensuite on fait du cross-selling, je pense que c'est plus difficile qu'avant. Il y a des clients qui vont arbitrer un peu plus et j'allais dire modestement, c'est aussi un petit peu notre mission. Et je pense que dans un marché, le fait qu'un produit aussi important qui engage, j'allais dire qui prend tellement de place dans le bilan de la banque, soit fait au juste prix, on en prend pour 20 ans, c'est comme j'allais dire, en droit pénal, voilà, que ce soit fait à un prix qui reflète vraiment le service qui est derrière, qui est très important, le coût du risque, la liquidité, ça me semble normal. Donc je dirais comme citoyen, nous n'avons jamais milité pour que tout le marché converge vers 0,7, vers 0,8. Il nous a toujours semblé c'était beaucoup plus sain, qu'il y ait un vrai alignement d'intérêt. Un produit et un prix. Et que ce soit bien pricé. Voilà. Donc finalement, un environnement à peu près, on va dire 3,8, 3,9, comme on est aujourd'hui en moyenne sur les taux à 20 ans, qui reste la maturité, est plus sain que l'environnement d'avant. Évidemment, comme l'a dit Frédéric, comme l'a dit Caroline, ce qui a eu un impact, c'est la rapidité avec laquelle on est passé de l'ancien environnement au nouvel environnement. La BCE, pour des raisons qui lui appartiennent, je pense qu'on ne va pas aujourd'hui essayer de rentrer dans le cerveau de la BCE, mais d'un seul coup, c'est un peu réveillé. Nous, on a dit que finalement, le resserrement, il avait été finalement extrêmement violent, extrêmement rapide. Je pense que converger vers 3%, c'était une bonne idée. Après, ça a été fait probablement un petit peu vite. Et ça a eu un effet ultra fort sur beaucoup de secteurs économiques, d'autant que le marché dont nous parlons, il a des canaux de transmission très longs. Finalement, l'impact d'une hausse des taux sur, premièrement, l'activité, deuxièmement, le prix des actifs, c'est des choses qui ne se font pas d'un seul coup. Et donc, finalement, quand on a une... On dit souvent que le marché anticipe. Par exemple, en bourse, on dit c'est déjà dans les cours. Pardon, c'est une phrase qui sort souvent. Quand une nouvelle sort, on dit c'est déjà dans les cours, il avait vu avant. Dans les taux, c'est pas pareil. C'est-à-dire que le prix des actifs s'adapte pas aussi vite. Ça dépend des marchés. Je pense qu'un marché comme le prix des actifs immobiliers, on l'a vu que finalement, il n'avait pas anticipé une hausse des taux. Il s'est pas adapté. D'ailleurs, lui-même, il a des dynamiques. C'est pas mécanique. C'est-à-dire le prix des actifs immobiliers, c'est pas le résultat d'une formule mécanique sur les taux. Typiquement, sinon, ça aurait baissé plus vite. Sinon, ça aurait baissé plus vite. Ça aurait été mécanique. Ce n'est pas ce qu'on a vu. Il y a finalement dans certaines villes une demande qui reste très très forte et donc des prix qui n'ont pas baissé, voire qui ont continué d'augmenter. Nous, on sort un baromètre tous les 6 mois qui est au fond le pouvoir d'achat. Combien en mètres carrés vous avez gagné ou perdu? Et on voit que finalement, dans pas mal de villes, l'immobilier a continué de monter. Évidemment, le pouvoir d'achat immobilier, lui, a baissé sous l'effet des taux. Et donc, les gens ont perdu, typiquement dans une ville comme Nîmes, 7 mètres carrés. 7 mètres carrés. Donc, si on prend le revenu moyen, le montant moyen d'emprunt, une famille de 2 enfants a perdu 7 mètres carrés en à peu près 18 mois. Et finalement, à Paris, les prix ont un petit peu baissé, mais pas du tout à due proportion de la hausse des taux. Une pénurie de logement. Et il y a une pénurie de logement. C'est une des raisons aussi pour lesquelles le marché ne s'est pas ajusté. Me semble-t-il, sur un marché européen, un prix, même s'il nous paraît élevé, toujours relativement bas par rapport à certaines grandes capitales européennes. Oui, alors Paris, ça reste très cher, mais à Paris, il y a un marché international. Je voyais d'ailleurs une statistique qui est publiée par les notaires. Dans le 6e arrondissement, alors je ne veux pas avoir une vision trop nombriliste, mais dans le 6e arrondissement, je crois que c'est 40% des transactions qui sont faites par des non-résidents. Non, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que si tu compares un prix au mètre carré à Londres, les Londoniens, ils te disent c'est bien Paris, moi j'investis à Paris. Ça reste pas cher par rapport à Londres. Il n'y a absolument aucun doute. Non, l'antichambre des notaires en ce moment, ce ne sont que des investisseurs étrangers. Qui peuvent payer ça, oui. Et qui peuvent payer ça, qui demandent à faire des ventes en accéléré, qui n'ont pas besoin de crédit à Paris. Et qui payent cash. Exactement. D'accord. Alors par contre, juste pour revenir parce que pour savoir si des crises on apprend, aussi bien vous en tant qu'entreprise que peut-être le marché sur sa façon de se réguler, etc. Est-ce que tu peux nous faire un résumé, ça va être très difficile comme exercice, en 2 minutes 30, des 27 400 posts que tu as fait en 18 mois sur LinkedIn pour expliquer à quel point certaines formules de calcul et d'adaptation qui impactent directement vos métiers. Là, on est vraiment dans le concret sur comment toi tu peux pricer un crédit, tout le price, et toi tu peux tout d'un coup, ton prix, si je résume,
ce que j'ai compris, c'est que comme tout rentre dans le coût du crédit, même ta propre prestation ne pouvait plus rentrer dedans, parce que sinon, ça faisait dépasser des seuils, donc il n'y a plus personne qui pouvait travailler, quoi. Tu peux le résumer mieux que moi, s'il te plaît. Oui, alors tu l'as très bien résumé. Je pense qu'on a dit 3 choses, il y a 3 messages. Le premier message, c'est en fait un peu ce qu'on vient de dire. Les sujets réglementaires ont un impact, mais qu'il faut remettre à sa juste place. Ce qu'on voit dans le marché, les fameux moins 40% de crédit en 2023 par rapport à 2022, c'est d'abord le résultat de la hausse des taux. Et je dirais, le résultat de la hausse des taux, le résultat mécanique, c'est à peu près moins 20. Comment on passe de moins 20 à moins 40 ? C'est parce qu'il y a de l'attentisme. Les gens, voyant qu'ils peuvent emprunter moins et que les prix ont moins baissé, ils attendent. Et donc, l'essentiel du phénomène de marché n'est pas un phénomène réglementaire. C'est d'abord un phénomène mécanique et psychologique, de marché, voilà, qui explique probablement, je dirais, 80 ou 90% de la baisse. Ce que nous avons dit, point 2, c'est qu'en plus de ça, des règles sont venues un peu gripper non seulement le bon fonctionnement de ce marché, mais surtout, et c'est ça qui nous a conduit à prendre la parole, finalement, on fait perdre un peu de confiance dans les acteurs, et d'abord les acteurs bancaires. Alors, le taux d'usure, je vais y revenir, mais le sujet qui nous occupe en ce moment, c'est le sujet du HCSF. Nous, d'abord, comme citoyens, avant même d'être un acteur de ce marché, on dit que, même si on a beaucoup de respect pour les membres de ce Haut Conseil, HCSF, Haut Conseil de stabilité financière, tous les mots sont importants, hein, Conseil, Haut, stabilité financière, voilà, c'est des mots qui évoquent une déjà, forme quand t'es dedans, t'es bien, quoi. Voilà, c'est une forme de déconnexion du marché. J'aimerais que ce cliché soit faux. En l'occurrence, il me semble quand même assez largement vrai. Quand on voit les membres de ce Haut Conseil prendre la parole, on a quand même le sentiment d'une forme de déconnexion. De nouveau, on a beaucoup de respect pour des économistes, pour des gens qui font des modèles. Ce qu'on dit juste, c'est que des acteurs de marché, comme les banques, et très modestement comme nous, on a aussi une certaine vision du marché. Et ce qu'on voit, c'est que prendre des mesures pour éviter la surchauffe d'un marché comme le marché immobilier en 2019, ça peut avoir du sens. Le fait que ces mesures aient été maintenues et même durcies envers et contre tout, alors qu'il s'est passé la hausse des taux, alors qu'il s'est passé ce qu'on a vu, ça c'est complètement... Parce que là, tu m'as perdu. De quelles mesures on parle ? Parce que alors moi, le Conseil a dit, je les connais pas, mais en 2019 et début 2020, finalement, a fixé une norme extrêmement rigide sur ce qu'on appelle le taux d'effort, c'est-à-dire quand je fais un crédit, entre ce que je rembourse et ce que je gagne, est-ce que j'ai le droit de dépasser 35%? Alors évidemment, au premier ordre... C'était pas déjà le cas avant ? Alors avant, il y avait des normes, mais qui étaient des normes souples. J'avais l'impression que c'était toujours un tiers, moi à peu près, non ? Il y avait évidemment des possibilités de dérogation, et puis sans être trop technique, surtout le profil qui est le plus impacté par ça n'est pas, je dirais, le profil de monsieur et madame tout le monde qui achète sa résidence principale. Le principal impact, c'est sur les investisseurs locatifs. Et donc, nous, ce qu'on a dit, c'est que cette norme, qui peut paraître une norme de bon sens, au fond, pour un achat de résidence principale, a eu un impact sur une partie du marché, peut-être une petite partie du marché, mais qui est essentielle parce que, d'abord, c'est des gens qui n'ont en fait pas de problème de remboursement. Donc, on vient adopter une règle pour, en fait, traiter un risque qui n'existe pas. Et deuxièmement, il y a un effet induit parce qu'un investisseur locatif, j'allais dire, c'est marqué dessus. Il a un impact ensuite sur la location. Après, on grippe le marché locatif dont on parle tous les jours. Le marché locatif. Et évidemment, dans le marché en France, il y a des propriétaires, il faut aussi des locataires. Et pour qu'il y ait des locataires, il faut qu'il y ait des propriétaires. Donc, on ne donne pas plus d'importance à ce sujet qu'il en a. Qui est intéressante à rappeler. Mais voilà, c'est un peu une lapalissade. Mais je rappelle que pour que les... il se trouve que nous, d'ailleurs, une autre étude que Meilleur Taux publie, c'est acheter ou louer. Et nous disons, parfois, vous savez, ça n'a pas toujours de sens d'acheter, ça n'a pas toujours de sens d'être propriétaire. Typiquement, sur un marché comme le marché parisien, parce qu'il y a un contrôle des loyers, il y a beaucoup de cas dans lesquels c'est plus intéressant d'être locataire. Mais de nouveau, il faut qu'il y ait un propriétaire en face. Et donc, ça donc, peut pas être que des institutionnels. Il faut un moment que les propriétaires puissent se positionner. C'est en partie des institutionnels, mais le marché de la location, je pense que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, ils savent bien qu'il n'y a pas que des institutionnels qui sont propriétaires des logements. Et donc, pour que le marché, finalement, réponde à tous les besoins, il faut qu'il y ait différentes situations, et notamment, il faut qu'il y ait des propriétaires personnes physiques. C'est là où tu as demandé à plusieurs reprises, toi comme d'autres acteurs, j'imagine, de la profession, que ça soit assoupli. Voilà, on a même dit d'ailleurs, ce qu'on a dit, c'est qu'il ne faut pas remplacer par la loi une règle rigide par une autre règle. Fondamentalement, le mot clé là-dedans, c'est faisons confiance aux acteurs. Les acteurs dont nous parlons sont des banques extrêmement régulées par ailleurs, où il y a un nombre de PhD d'astrophysique qui font des calculs très compliqués, ultra élevés. C'est des gens qui savent ce qu'ils font. Et d'ailleurs, la meilleure preuve que les banques savent ce qu'elles font, c'est que par rapport à toutes les crises qu'on a connues, on n'a jamais eu de problème de solvabilité dans une banque en France. C'est évidemment très différent dans une banque aux États-Unis. Moi, je ne généralise pas le constat. Oui, mais finalement, on a ce qu'on appelle un track record, fondamentalement très solide. Donc, faisons confiance aux acteurs bancaires. Et l'idée qu'il faut qu'il y ait une norme, au fond, assez infantilisante pour les emprunteurs, mais aussi pour les banques, qui viennent dire qui a le droit, qui n'a pas le droit d'emprunter, ça nous choque. Et ça nous choque d'ailleurs comme acteurs de marché, mais aussi comme citoyens, parce qu'il y a aussi un sujet démocratique derrière ça. Alors, je vais revenir à la suite, mais
pour laisser un peu de temps de parole à chacun. Pardon. Non, ça m'intéresse, on continue pour savoir si tu as été entendu, et parce que j'imagine que tu ne publiais pas que sur LinkedIn, mais on va y revenir. Est-ce que vous partagez ce point de vue dans vos positions respectives, pas forcément en tant que citoyen, vous avez le droit d'avoir votre avis en tant que citoyen, mais en tant que FinTech, parce que tu ne représentes pas que la tienne d'ailleurs, parce que tu es aussi vice-présidente de France FinTech, donc en tant que FinTech ou en tant que banquier, est-ce que vous partagez ce point de vue, le modérer, l'amplifier ? Caroline, je t'en prie. Merci Frédéric. Non, alors nous, on est assez peu touchés par cette mesure et ces décisions-là, mais effectivement, si on doit parler des actions du régulateur qui parfois se font un peu à contresens du marché, de l'intérêt à la fois du citoyen et des entreprises qui essayent d'apporter du service, nous, on est typiquement dans ce cas-là. Mon secteur est désormais tributaire d'une réglementation européenne qui vient en fait mettre un frein complet au développement des acteurs de l'investissement privé, enfin des plateformes d'investissement privé. Laquelle ? Parce qu'il y a tellement de normes. C'est la norme PSFP. Aujourd'hui, les plateformes de financement participatif européennes bénéficient toutes d'un projet, d'un statut commun qui leur permet... Qui pourrait être une régression par rapport à ce qu'il y avait en France. C'est une régression totale parce que ça limite les montants maximum levés par opération à 5 millions d'euros. En France, la France avait autorisé un montant maximum à 8 millions d'euros. Ça, c'est sous Macron, premier mandat. Et on était le premier pays à réguler de manière aussi carrée et aussi... Donc pour vous, c'est une régression. Pour certains pays, tant mieux, mais pour vous, c'est une régression. C'est une régression totale. Ça va faire disparaître la moitié des plateformes de financement participatif. Alors ça marchait bien. Ça marchait bien sur des activités de niche. Tu vois, si on doit revenir sur le positionnement un peu citoyen parfois de nos métiers, moi, je suis souvent très gênée par le traitement infantilisant des investissements chez les épargnants français. C'est-à-dire qu'on ne leur parle que de carottes fiscales. Il y a quand même 2 investisseurs français sur 3 qui regardent l'intérêt fiscal avant de choisir leur placement, au lieu de se dire je flèche mon argent vers de la création d'emplois. On leur met 27 astérix pour un investissement sur un taux fixe. Et c'est la fiscalité qui devrait l'épargne en France. Exactement. C'est vraiment la fiscalité. C'est rageant. La première niche fiscale, c'est le livret A. La deuxième, c'est l'assurance vie. Enfin, d'ailleurs, dans l'ordre, c'est plutôt l'assurance vie. Donc, la fiscalité est je pense à l'investissement locatif avec également Pinel, etc. Donc, la fiscalité est un très, très fort marqueur. Mais tu peux tromper l'épargnant. Ça fait 10 ans, ça va faire 15 ans que j'ai monté cette boîte. Chaque fois que je présente ce que je fais, c'est est-ce que c'est déductible des impôts ? Bien sûr. C'est réducteur. Enfin, on les éduque comme ça. Ouais. Je reviens à la même question. Ton avis sur ce qu'exprimait Guillaume Alors, je ne vais pas épiloguer sur le sujet des critères. Encore une fois, ces critères, ils ont été mis en place à un certain moment. Ils sont beaucoup moins contraignants aujourd'hui. Bon, le gros de la crise est passé, on va dire. Donc, j'essaie de me projeter sur l'année. Là où je suis tout à fait d'accord, et je partage à 100% ce qu'a dit Guillaume, c'est sur le fait que le marché du crédit immobilier en France est extrêmement sain. Alors, il est sain pour 2 raisons. La première, c'est, tu l'as dit Guillaume, une activité extrêmement régulée. Je passe mes journées, moi, en fait, en réalité, à travailler sur des sujets réglementaires. Donc, on est très régulé et c'est une bonne chose, d'une certaine façon. Très bien. Et c'est très bien. Et la deuxième chose, pourquoi il est sain, le marché du crédit immobilier en France ? Parce que, et c'est là qu'il se distingue de beaucoup de marchés immobiliers, notamment anglo-saxons, nous, on ne fait pas du prêt sur gage. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la valeur du bien. Ce qui nous intéresse, c'est juste une garantie au cas où. C'est une garantie, bien sûr. Mais ce qui nous intéresse, c'est la qualité intrinsèque de l'emprunteur. Est-ce que, toi, Laurent, tu auras un reste à vivre suffisamment correct une fois que, déduite de tes revenus, tu auras payé la charge de l'emprunt? Est-ce que tu pourras élever ta famille? Est-ce que tu pourras te nourrir, te divertir, etc. Et ça, c'est une constante du marché français. Je pense que c'est extrêmement important de le rappeler et de s'en réjouir, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on observe dans tous les pays. Et en plus, c'est un marché qui est à 98% peut-être probablement les stats, qui est un marché à taux fixe. Donc le risque de taux, ce n'est pas le client qui le prend, c'est la banque. Et la banque, en plus, elle sait gérer. Mais justement, est-ce que c'est... Finalement, je rebondis ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que les banques, historiquement, ne gagnent pas vraiment d'argent sur le crédit. Enfin, on gagne un petit peu. Enfin, c'est un produit d'appel. Est-ce que c'est pas ça qui le sécurise quelque part? Ça, vous pouvez pas perdre d'argent, quoi. Déjà que vous en gagnez pas, vous faites hyper attention. Alors que dans des pays anglo-saxons où ils margent, entre guillemets, comme des gorées, ils en perdent un peu. Enfin, il y a
Alors, dans les 2 années là qu'on a connues, pourquoi c'était si difficile de prêter aussi? Parce qu'on perdait de l'argent. Bien sûr. Sur le crédit. Il n'y a pas une industrie qui a envie de travailler à perte. Quoi. Qui a envie de travailler à perte. Caroline, je pense que tu n'aurais pas survécu longtemps. Ah non, moi, je peux pas. Moi, je n'ai jamais travaillé à perte. Donc, c'est pas possible. C'est un principe de vie. Jamais de compte à découvert. C'est assez rare dans les fintech. Et je pense que ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent aiment faire du profit aussi. Oui, c'est normal. Ça fait partie de. On n'a pas honte du profit, Alex. Elle est pas Absolument. Non. En revanche, ce qui est important, maintenant, on va dire que allez, c'est à l'équilibre. Ou pro, le secteur est à l'équilibre entre. Mais ce qui va nous intéresser, c'est en réalité tout l'accompagnement qu'on va pouvoir faire avec le client. C'est pas le crédit immobilier en tant que tel qui nous intéresse. C'est la relation avec le client. Quasiment un crédit immobilier sur 2, on le fait avec un prospect. Donc un prospect, c'est un nouveau client, c'est une nouvelle opportunité de développement, c'est une nouvelle opportunité de chiffre d'affaires. Il fut un temps, je m'en souviens parce que j'en ai profité, quand il y avait des taux qui baissaient, on allait renégocier, on allait demander à 10 banques et on prenait la plus offrante. On n'est pas idiot en tant que particulier, même si on aime bien la marque. À un moment, on va prendre celui qui est plus bas. Avec la complicité active des courtiers, d'ailleurs. Tout à fait. Mais ma question, juste une question, est-ce qu'en ce moment, là, quand tu dis que tu as un client sur 2 qui est un client sur 2 qui est un prospect, sur ces sujets-là, ça veut dire que tu es très agressif sur les taux en ce moment? Ou c'est pas seulement ça? On a fait le choix chez SG d'être très bien positionné. Guillaume me confirmait tout à l'heure que voilà, on est très bien. Voilà, on est dans. Un très bon début d'année avec SG. Parce que je ne vous ai pas trouvé super agressif sur les comptes à terme à l'époque. Sur les comptes à terme, on est aussi agressif. Et on est en train de revoir. Là, peut-être ça revient. C'est en train de revenir sur le crédit immobilier. On est de retour. On a envie de reprendre la parole avec les prospects, pardon. Et Guillaume le confirme. Alors comme ça, c'est toi qui pousse le marché. C'est le mastermind. C'est pas que je plaide non coupable, mais c'est que premièrement, ce sujet de la renégo, il est dans le paysage. Autant nous avons une mission d'information, autant nos clients n'ont quand même pas besoin de nous. Pour échanger avec leurs amis à la soirée pizza du vendredi et que Jean-Pierre dise à Jean-Jacques j'ai eu 2, voilà. Donc c'est quelque chose qui, alors je peux comprendre que finalement nos partenaires bancaires mettent un peu de pression et de vigilance sur nous sur ce sujet, c'est parfaitement légitime. En même temps, sur un sujet comme celui-là ou comme sur l'assurance emprunteur, voilà, de nouveau, ce sujet n'a pas besoin de nous pour exister et être présent dans le paysage. Je pense là-dessus, ça milite pour ce qu'on a dit, c'est-à-dire que comme ce sujet il existe, et donc typiquement, la question va peut-être commencer un petit peu à se poser. C'est-à-dire des gens qui ont fait des crédits au moment où le taux était le plus haut, c'est-à-dire à la fin de l'année dernière, on va dire au-dessus de 4, 4,2, 4,3. Pas au bout de 6 mois, au général. Certains vont peut-être commencer à regarder. Et je pense que du coup, ça milite pour ce qu'on a dit. C'est-à-dire que le crédit immobilier doit être placé au juste prix parce qu'il faut savoir que quand on fait un crédit, en fait, on fait 2 choses pour son client. On lui vend un crédit et une option. Et il faut intégrer que cette option de renégocier, c'est pas gratuit les options. Ça, je pense que c'est général qui est. Pardon, mais très souvent il y a quand même un minimum de délai. Vous pouvez pas renégocier. Enfin, oui, mais la pression du client. Oui, qui te dit j'enlève tout. Est souvent telle que voilà. Mais d'ailleurs, dans certains cas, client, en tout cas. Et ça fait partie des conseils qu'on donne à nos clients. Donc, de nouveau, on s'appelle meilleur taux et on ne se renie pas. Mais typiquement, un crédit immobilier, c'est beaucoup de paramètres. C'est le taux, mais c'est aussi typiquement la capacité à renégocier. Quand on est un jeune emprunteur, un élément comme ça, parce qu'on va forcément déménager, on va avoir des enfants, on va se marier, c'est un élément essentiel. Parfois, c'est une très bonne idée pour le client de payer plus cher, mais d'avoir des options qui lui permettent d'être plus flexible. Et donc, typiquement, dans le conseil que nous donnons, évidemment, renforcé par la banque, avoir à tout craint une volonté de négocier à 10 bips près le taux, c'est parfois un mauvais calcul. Il vaut mieux avoir plus de flexibilité, typiquement pour rembourser de façon anticipée, sans pénalité. Quand on est un jeune emprunteur, ça a beaucoup de valeur. Et donc, au fond, l'approche responsable du crédit, elle consiste à dire, regardons pas seulement un aspect, pas seulement le taux, regardons l'ensemble des éléments, et est-ce que dans le profil de vie, dans le profil de l'emprunteur, finalement, on rend le meilleur service. Je reviens à un point, parce que là, j'ai peu de gens qui me regardent, qui vont prendre un crédit ce soir. C'est plutôt sur les impacts B2B sur nos métiers. On n'a pas fini avec toi. Donc, tu t'es exprimé, tu as dit plein de choses qui n'allaient pas. Est-ce que ça a porté? Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que quand des acteurs comme vous, Meilleur Taux est devenu un acteur important quand même en France maintenant, c'est pas rien. On se défend. Voilà, vous défendez. Nous, on a suivi depuis la création, mais on avait souvent Christophe Kremer avec nous. Est-ce que Meilleur Taux
Quand tu t'es exprimé, est-ce que d'abord tu as été reçu? Est-ce qu'il y a eu, indépendamment des posts LinkedIn plus ou moins véhéments, est-ce que tu as eu l'impression que des choses ont été prises en compte pour que si ça réarrive, une accélération à la baisse comme à la hausse, vous ne viviez pas les mêmes impacts? C'est la première question. Et la deuxième, sur le segment, la petite niche que tu évoquais des investisseurs immobiliers qui sont gênés par ces normes, etc., ça va mieux? Alors, ça va mieux, pas encore. Je pense qu'on a de meilleures perspectives. La situation actuelle du marché reste malheureusement un peu la même. D'ailleurs, ce qui le dit, c'est la Banque de France. Quand on regarde les publications de la Banque de France, on voit que le début de l'année 2024, il est encore en retrait par rapport à la fin de l'année 2023. Je pense que voilà, ceux qui nous écoutent doivent suivre ces publications. On était sur à peu près 9 milliards de crédits par mois en décembre 2023. On est plutôt sur 7,5. Par contre, c'est vrai que les indicateurs avancés, notamment les grilles des banques, Frédéric faisait allusion, je dirais l'appétit, comme on dit en risk management, clairement c'est meilleur. Et d'ailleurs, ça a un impact aussi sur la demande. Le flux est plus important. C'est quoi un taux aujourd'hui sur 20 ans? Alors, 3, 6, on va 3, dire 8. Un très bon taux, c'est voilà, en dessous de 3,8, c'est vraiment un très très bon taux. Mais de nouveau, on dit sur ça. 20 ans. Hein. Et voilà, sur 20 ans. Et l'instant on peut aller jusqu'à 3,50. Voilà. Mais de nouveau, on a dit parfois, il faut regarder au-delà du taux. Donc, si vous avez 3,8 et que vous avez par ailleurs une banque qui vous correspond, on ne vend pas un taux, on vend une banque, que vous avez une assurance emprunteur qui protège votre famille avec le bon niveau de garantie, que vous avez la flexibilité d'être accompagné dans vos projets, et ça vaut 10, 15, 20 points de base. Et donc, ça vaut le coup parfois de payer un petit peu plus cher pour avoir ça. Pardon, c'est totalement, c'est pas hors sujet, mais presque, parce que c'est vraiment du particulier à ma question. C'est encore vrai que même si je suis déjà client SG, j'ai mon offre à l'ASG, ça vaut quand même le coup d'aller chez Meilleur Taux. Des fois, il va m'avoir une offre SG mieux. C'était vrai avec certaines banques, je l'ai vécu. Je sais pas avec l'ASG, j'ai pas essayé. Oui, bien sûr. Et puis d'ailleurs, pourquoi tu me réponds pas tout de suite avec une bonne réponse? Parce que d'abord, nous, notre métier, il repose sur 3 verbes: informer, comparer, accompagner. Donc l'information, c'est de toute façon une mission qui est pertinente, même si, et nous l'assumons, une partie de nos clients, on va dire à peu près 30% de nos clients, finissent en fait dans leur banque, font exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire ils ont une banque, ils sont contents de leur banque. Et puis, ils viennent chercher de l'information et dire, mais on est bien d'accord que ce que me dit mon banquier, je peux lui faire confiance. Et puis, par ailleurs, ils ont comparé et donc, on leur amène cette réassurance et finalement, ils retournent vers leur banque. Et ça fait partie de notre modèle. D'ailleurs, avec nos partenaires, nous avons souvent ces discussions de dire, est-ce qu'on assume bien qu'une partie, finalement, des clients sur lesquels nous avons travaillé sont déjà vos clients. Et au fond, ça fait complètement partie du modèle. Et je dirais, si ce n'était pas le cas, si une banque comme SG nous disait, moi, je ne veux pas revoir mes déjà clients, ce serait absurde. C'est normal que dans le partenariat que nous avons avec SG comme avec les autres banques, une partie de la production se fait avec des déjà clients de la banque. Donc ça, c'est parfaitement assumé et c'est parfaitement sain. Pour revenir sur ta question, est-ce que nous avons été entendus? Alors, c'est très difficile et c'est très, très long. Donc, c'est pour ça que finalement, comme tu as dit, on prend la parole assez souvent parce que pour être entendu, c'est ce qu'il faut faire. Commis de répétition. Voilà. Nous, ce qu'on essaye de dire, c'est que c'est pas du lobbying pro domo. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du fait que moi, je prends autant au moins la parole comme citoyen que comme acteur de marché. Alors déjà, comme acteur de marché, on représente déjà beaucoup de gens, mais comme citoyen, le fait que nous ayons 3 économistes, de nouveau, j'ai beaucoup de respect pour les économistes, mais qui décident de qui doit avoir un crédit ou pas avoir un crédit en France, même si à la fin, ils prennent les bonnes décisions, moi, ça me choque. Je pense que la procédure, le contrôle démocratique n'est pas suffisant. Et donc, finalement, c'est le débat du moment. Que le Parlement regarde un peu ce qui se passe. On n'a pas dit qu'il allait faire le travail des économistes à la place des économistes, mais qui regarde un petit peu ce qui se passe, qui demande un peu des comptes. Ça nous semble très très sain. Typiquement, je ne suis pas sûr que ces économistes, ils aient une seule fois dans leur vie parlé à quelqu'un qui soit concerné par les mesures qu'ils aient prises. Ont-ils une seule fois dans leur vie rencontré quelqu'un, et j'allais dire les yeux dans les yeux, lui ont dit moi, je ne veux pas que vous ayez un crédit. Vous n'aurez pas votre crédit, je ne veux pas que vous fassiez votre projet. Nous, on le fait. Je ne crois pas qu'il l'ait fait. Alors, pardon, je comprends le discours, mais on va dévier, mais c'est presque populiste. Il faut faire attention quand même. Quand on commence à dire que les instances qui nous dirigent n'ont pas les bonnes règles et ne connaissent pas le terrain, faire attention. Je ne sais pas s'il faut faire attention. Ce que je dis me semble assez factuel. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a apporté au débat. Mais est-ce qu'il y a eu pour l'instant quelque chose de pris en compte dans l'évolution des règles ou pas? Ce qu'on voit, c'est que typiquement, le Parlement s'est saisi de ce sujet, qui est de dire, fondamentalement, quelle est la bonne règle de façon technique? C'est un débat d'experts. Et donc, c'est normal qu'il y ait une enceinte avec des experts qui décident de ça. C'est tout à fait normal. Mais finalement, l'impact de ces normes et des ajustements, le fait de demander un petit peu les comptes. Typiquement, je rappelle que les normes du HCSF, au départ, ont été adoptées sans aucune étude d'impact.
aucune étude d'impact. Donc, il y a une norme qui est descendue en 2019 en disant il va se passer ça. Je n'ai pas vu un seul document disant on pense que ça va empêcher 100 000 ou 150 000 personnes. Et après, c'est un débat. Peut-être est-ce légitime d'empêcher 100 000 personnes ou 150 000 personnes d'accéder au crédit. Mais enfin, il faut en débattre et c'est un sujet démocratique. Alors, je ne sais pas si c'est populiste. Moi, je dis juste que, à un moment donné, nous, notre rôle, c'est d'amener dans le débat des cas concrets et de dire mais vous savez, la décision que vous prenez, l'impact, c'est que Jean-Pierre à Marmande, il veut acheter un appartement pour le louer, il ne va pas pouvoir, alors qu'une banque est prête à lui prêter. Jean-Pierre veut emprunter, une banque est prête à lui prêter, et le HSF dit c'est interdit. C'est normal d'avoir un petit débat démocratique sur un sujet comme ça. Deuxième question, puisque là j'ai la chance d'avoir 2 partenaires. Est-ce que dans cette période de 18 mois qu'on vient d'évoquer, cela crée des réelles tensions avec certains partenaires dans ton activité? Est-ce que toi, à la fin, tu ne pouvais plus travailler, donc j'imagine que tes flux étaient impactés, etc. Est-ce qu'il y a eu des tensions avec tes partenaires ou c'est la vie et vous avancez comme ça? Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est un acteur de marché. Donc, quand il y a un marché qui fait moins 40%, c'est normal que les banques s'adaptent. Ce n'est pas une question de morale ou ce n'est pas une question d'être gentil ou pas gentil. C'est normal qu'un partenaire comme SG, qui avait par ailleurs, comme Frédéric l'a dit, des gros sujets de transformation interne, à un moment donné, ils réduisent le flux d'acquisition de nouveaux clients parce qu'il y a des priorités. Et nous, je dirais, on prend la situation telle qu'elle est. Et donc, pendant, en effet... Tu n'as pas discuté avec les partenaires? Mais non, pendant 6-9 mois, il y a eu beaucoup moins de flux avec SG. Et là, ça redémarre. Alors, les autres, il y a eu des partenaires qui ont eu des dynamiques différentes, mais de nouveau, quand les taux passent de 1 à 4 en 18 mois, quand il y a des contraintes réglementaires, c'est normal que ça se grippe. Et nous, je dirais, c'est plutôt une question pour nous de dire comment nous nous adaptons que de mettre le débat sur un plan moral. Alors évidemment, nous avons des contacts très réguliers avec nos partenaires, nous leur amenons des idées, et puis on préfère que ça aille mieux, que ça aille moins bien. En tout cas, nous aurions eu grand tort de dire « Ah, les banques ne prennent pas nos dossiers alors que les taux ont monté, elles sont méchantes ». C'est vraiment une vision, là pour le coup aussi, assez infantile du sujet, et on est des acteurs économiques. Donc on a d'abord la mission de mieux servir nos clients, c'est ce que les banques ont fait, c'est ce qu'on fait, et évidemment, ça conduit à ce que parfois, il y ait moins de production, c'est normal, et là, les choses redeviennent normalement. Par contre, ce qui est très important, c'est que nous avons toujours une vision très long terme de nos relations avec les partenaires. Donc, on travaille avec quasiment toutes les banques en France. Et c'est vrai qu'il y a des moments où le marché se porte moins bien. C'est très important dans les engagements de loyauté que nous avons. Typiquement, un sujet comme la renégo, nous avons dit à nos partenaires, quand nous avons amené un client à une banque, on s'interdit de lui proposer une renégociation. Et ça, c'est très important en termes de loyauté et de confiance. Si le client vient te demander, tu le traites. Les clients sont libres. Alors, quand il vient, en fait, l'engagement que nous prenons, c'est d'informer la banque. Après, si le client lui-même renégocie avec un concurrent ou va directement voir la banque, bien entendu, on n'a pas les moyens de l'en empêcher. Mais c'est très important pour installer cette confiance de prendre ce type d'engagement. On a le même avec l'assurance emprunteur. Ça a beaucoup évolué, ce n'était pas le cas il y a 10 ans chez Myrto. Moi, c'est des engagements que j'ai pris quand j'ai été dirigeant. À l'époque, le gros sujet, c'était la renégo, puis ça a été l'assurance emprunteur. Mais comme on est un acteur assez dominant dans ce marché, c'est important d'avoir ce type de message. Et ça, c'est des messages de long terme. L'assurance emprunteur, maintenant, c'est très volatile. Alors, c'est évidemment un sujet qui a beaucoup évolué. Les gens peuvent juridiquement changer d'assurance emprunteur et parfois c'est dans leur intérêt. Ce qui est très important, c'est premièrement d'abord de réfléchir aux produits, aux besoins. L'assurance emprunteur, c'est d'abord un produit de protection. Évidemment, comme tout produit, ça a un sens de regarder le prix, mais c'est d'abord fait pour protéger la banque et les proches du client. C'est la première question à se poser. Et puis, deuxièmement, nous, on fait une activité d'assurance emprunteur, on ne s'en cache pas, parce qu'au départ, quand cette activité a été créée, d'ailleurs, l'objectif, c'était de trouver des solutions à des clients qui étaient en fait refusés par les contrats groupes. Les choses ont changé, mais il y a 15 ans, je parle sous le contrôle de Frédéric, il y avait à peu près 15% des gens qui n'étaient pas assurables parce que soit ils avaient un antécédent de santé, soit ils avaient une profession à risque, soit il y avait un sujet d'âge. Et à l'époque, Meurtho a mis en place en fait des partenariats avec des assureurs pour trouver des solutions pour ces gens-là. Donc on est très fiers d'avoir en fait lancé cette activité. Et puis depuis, évidemment, le cadre réglementaire a changé, c'est plus souple, et donc on a évidemment saisi cette opportunité, mais on le fait dans un cadre de loyauté avec nos partenaires bancaires. Je vais te couper parce que j'ai encore des questions à poser à nos camarades. Pardon, je suis un peu long, mais voilà, on parle avec passion. Ça me permet, par contre, je me permets, parce que je connais Myrto depuis très longtemps, de noter une évolution très intéressante, c'est que maintenant que c'est une société très très mature, parce que c'est quoi la taille de Myrto aujourd'hui? Enfin, on parle de points de collaborateurs, quel chiffre on est un peu plus de 2000. Voilà. D'ailleurs, ça a eu un impact, cette crise de 18 mois? Ça a fait ça sur les effectifs? Pas du tout. Alors, on a un petit peu réduit les équipes en crédit IMO, mais les autres métiers ont fait tellement de croissance qu'au total, nous recrutons. Et donc, sur ma page LinkedIn, il y a « Nous recrutons ». Et donc, évidemment, ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus. Ce que je voulais dire, c'est que dans le discours, en tout cas, on note qu'une fintech mature, très mature, 99, c'est une grande fille. On voit que le discours est devenu, c'est même plus au-dessus du partenariat, c'est main dans la main. Mais c'est bien. On voit vraiment les choses comme ça. Maturité. Mais nos sorts sont liés.
On est partenaires, en réalité, c'est ça. Non, mais c'est intéressant parce qu'au début, c'était très agressif, si je peux me permettre. Meilleur taux au début, au début de l'aventure, c'était assez agressif envers les banques, c'était autre chose. Mais ça n'empêche pas de faire un bon service, la preuve. C'est intéressant de voir l'évolution des relations entre les différents acteurs du marché. Je voulais venir vers toi pour savoir si, dans cette crise, il nous reste quelques minutes, je vais déborder de 2-3 minutes, je dis pour la régie. Dans cette crise, est-ce que toi, même question que j'ai posée à Guillaume, ça l'a pu, entre la crise et le changement de régulation, qui a fait que tu es passé de 8 à 5, des gens s'étaient habitués à travailler avec toi dans certaines conditions, que ce soit tes clients particuliers, tes partenaires de l'écosystème, tes promoteurs. Est-ce que tout ça, ça a grippé tes relations partenariales ou c'est comme tu le disais, c'est la vie des affaires et ça a avancé Alors, paradoxalement, ça a fluidifié la relation avec le client investisseur. C'est-à-dire que je pense que nos clients privés se sont rendus compte qu'on n'était pas juste des intermédiaires d'opportunités d'investissement, qu'on était des investisseurs. Et qu'on mettait énormément de cœur et d'appui sur le suivi de leurs risques et le recouvrement de leurs fonds. On parle de recrutement. Les gens que tu as sur un marché haussier pendant 10 ans, c'est plutôt des développeurs. Quand tu passes sur un marché où c'est la guerre, disons-le, tu as besoin de mecs qui sont super agiles, qui savent que c'est une période qui va être très dure, mais qui va être temporaire, qui sont très bons, très pointus dans leur métier. Et donc nous, aujourd'hui, on a un pôle de gestion des risques, de recouvrement et d'asset management qui est bien plus développé qu'il n'a pu l'être les premières années d'Anaxago. Et donc ça a renforcé la relation avec le client. Mais ta société à quel âge déjà ? Tu m'as dit tout à l'heure, 15 ans ? Moins, j'exagère. Je vais avoir 35 ans, donc elle a 13 ans. 13 ans. Oui, donc c'est des gens qui ont connu que des courbes de taux un peu étranges, quoi. Ça baissait, Bon, après, les marchés actions montaient, les fonds montent, l'immobilier monte. L'âge moyen de mon client, c'est 50 ans. Non, moi je te parle de tes collaborateurs. Ah, mes collaborateurs, oui. Ouais, c'est 35 ans l'âge moyen. Ouais, c'est ça. Mais j'en parlais avec un VC il n'y a pas longtemps, il me disait son problème, c'est que toutes ces équipes pensaient que les marchés pouvaient que aller au ciel, parce que ça n'existait pas les crises. Mais tu fais le point avec eux, tu vois. Je vois que tu dis oui. Ouais. Tu vois, nos all hands depuis 18 mois, ça commence par la même phrase. Les gars, on est dans une situation qu'aucun d'entre nous n'a jamais connue. Mais qui a déjà existé. Voilà. Mais donc, prenez le temps de... Et ensuite, côté partenaire pro, les gens à qui on apporte du financement, pareil. En fait, tu as les deux sujets. Tu as des gens qui, je pense, sont venus se financer auprès d'acteurs comme nous, en se disant que ce serait peut-être plus facile dans la relation. Je reçois certains mails, on dit je vous trouve un petit peu insistant. Ah bah oui, pardon. Ouais. Effectivement. Nous aussi, on veut se faire rembourser. Voilà. Mais après, on est vraiment dans l'accompagnement. Voilà, il y a plein de sujets en ce moment. On voit que le nombre de faillites d'entreprises l'an dernier a complètement explosé. Si on pourrait parler pendant des heures des sujets de procédure collective en France qui sont vraiment très mal connus, et les outils qui arrivent avant la procédure collective sont hyper mal connus des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprises. On accompagne nous aussi beaucoup sur ça, certaines boîtes du portefeuille, et qui en fait se retrouvent épaulées par leurs investisseurs pour parfois se sortir de la crise en disant attends, on va t'accompagner, quoi. Pardon, je vais rebondir sur une dernière question parce qu'on va bientôt clôturer et je vais aller vers toi sur une question justement équipe humaine, parce que tu as souri à la remarque que j'ai faite. Quand aucun de tes collaborateurs n'a connu ça, est-ce que quand tu traverses une crise comme ça, donc tu as eu le Covid, après il y a ça, est-ce qu'à un moment tu te dis bon, on a beau être super, on a créé cette boîte, on est top, mais peut-être que je vais aller prendre des gens qui ont 15 ans de plus que moi, qui ont vécu les deux crises d'avant, là, alors peut-être 25 ans de plus que moi, qui ont vécu les deux crises d'avant et qui pourraient peut-être nous aider dans l'équipe, alors soit en consultant externe, soit en internalisant et en te disant je vais senioriser le board, ou c'est pas forcément la peine parce que on apprend en marchant et on se débrouille et c'est pas si mal. J'ai essayé. On a essayé, nous, d'avoir des gens qui avaient 25 ans de plus que nous, peut-être pas 25 ans, tu vois, 10, 15 ans de plus que nous, peut-être avant la crise. La greffe n'a pas pris. Ça n'a jamais pris. Après, c'est le jeu. Moi, j'ai eu pendant très longtemps un collaborateur qui aujourd'hui va sur ses 70 ans et qui, je pense qu'il y a des gens qui s'adaptent mieux. En tout cas, ça t'a pas manqué là pendant cette crise, parce que tu le dis, on l'a jamais vécu, alors que toi, tu les as connus, donc peut-être, j'imagine, on va y venir. Après, moi, j'ai un board qui a connu ce type de crise et sur lequel je. Donc là, le board a été précieux dans une période pareille. Toujours. Très précieux, le board. La gouvernance, une bonne gouvernance d'entreprise, c'est la clé. C'est trop rarement mis en place par les boîtes jeunes. Oui, j'allais te dire, c'est peut-être ma dernière question en tant que boîte jeune, justement, start-up, même si tu es une grande start-up. L'importance du board ?
Ouais, une vraie gouvernance. Nous, on a un conseil d'administration. Je le vois pas suffisamment. Et c'est paradoxal parce qu'en fait, les boîtes lèvent énormément d'argent et ça devrait aller de pair avec. C'est un peu comme un crédit, quoi. Faut pas s'intéresser qu'au montant. Faut regarder comment ça s'accompagne et quel est le board derrière, quoi. Voilà. Donc, je recommanderais de former un board et de former les administrateurs en France parce que c'est inépuisable comme source de conseils. Merci. Je vais terminer avec toi, Frédéric, pour cette question justement. Est-ce que cette seniorité d'une grande banque comme SG et de ses équipes, qui ne sont pas tous du même âge que les équipes d'une start-up, a pu amener une sérénité dans la gestion de cette crise, une vision en se disant on a déjà vécu, c'est pas la première fois, ou est-ce que finalement, comme les équipes se renouvellent, tu as à la maison les mêmes que chez Caroline qui disent non. Alors, chez SG, on a connu quelques crises. Moi, j'ai connu la crise de 2008. On a eu la crise, l'éclatement de la bulle Internet en 2001, on a connu une crise de liquidité en 2011, la crise du Covid. Donc on a malheureusement, ou heureusement, cette culture de gestion de crise. Et oui, je pense que très clairement, on a dans notre culture une façon d'aborder ces périodes-là avec sang-froid. Sang-froid, ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux. On ferme les yeux, bien évidemment, on gère, mais on s'adapte, comme l'a dit Guillaume. Voilà, on a une période de 18 mois qui est compliquée. Une crise, généralement, ça dure 18 mois. Celle-là est un petit peu longue, c'est un petit peu plus longue. Et puis, derrière, après la crise, on a des périodes d'assainissement, puis de retour de croissance. Donc, moi, je suis personnellement très, très optimiste et très confiant dans notre capacité collective à reprendre de l'allant. Et ça participera, je dirais, à la redynamisation de l'économie, j'en suis certain. Superbe mot de conclusion, j'aurais pas pu faire mieux. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup Caroline. Merci. Et à très bientôt. Et donc avant de vous libérer, juste un petit mot pour ceux qui nous regardent. Nous allons commencer avec un peu de retard les chroniques du PFC. Nous finirons un tout petit peu en retard, donc vers 12h10, je le précise pour ceux qui ont un déjeuner derrière. Et juste avant ça, une petite capsule avec Cyril Chiche qui était mon invité sur ce plateau en novembre dernier. Et juste pour faire patienter, qu'on permette de changer le plateau. À tout de suite. 3, 2, 1.